EduMapper est une solution qui est là pour aider les lycéens et étudiants à bien choisir leurs études supérieures. C'est notre mission. Il y a pas mal de jeunes en France qui ne font pas d'études supérieures par manque d'infos ou parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas pouvoir. Et ça, c'est un truc qui ne nous plaît pas, ça. Et si la solution permet à un beaucoup plus grand nombre de se lancer à la fois dans la bonne direction pour faire un truc qui va leur correspondre, ils ne vont pas repartir en arrière. Et derrière, ils vont faire des études qui vont bien gazer, ils vont se lancer dans la vie adulte, professionnelle, ils vont réussir, ils vont s'épanouir, on va être très heureux. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, on est super heureux de vous retrouver pour un nouvel plein d'énergie, de bonnes idées et surtout d'impact. J'en profite pour saluer les nouveaux auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui. Et du coup, je fais une petite piqûre de rappel. Daphne est un fonds de venture capital qui a été créé en 2015, qui a pour vocation d'investir dans des projets early, des technologies de rupture qu'on appelle la deep tech, mais aussi des projets durables, que ce soit sur un plan social et ou environnemental, et qui vont participer à la construction d'un monde meilleur. Daphne, c'est aussi une société à mission, Bicorp, un fonds de dotation qui s'appelle Rainbow et qui soutient des assos dans le domaine du social. Il y a aussi une brique technologique avec le développement d'un OS interne, un fonds dédié au retail en partenariat avec Carrefour. Bref, Daphne, c'est un foisonnement de projets. Mais aujourd'hui, c'est pas de nous dont on va parler, c'est d'EduMapper, une EdTech qui dépoussière l'orientation scolaire, qu'on est ravis de soutenir. Bonjour Sébastien. Bonjour Sophie. Mais Daphne, c'est bien, hein, c'est vraiment une très très belle organisation avec des gens magnifiques que je découvre tous les jours. Je suis très content d'être là. Dont Pim fait partie. Salut Pierre-Yves. Salut Sophie, merci Sébastien d'être avec nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler orientation, avenir, choix crucieux pour les jeunes. Et il faut les aider à mieux naviguer un peu dans ce labyrinthe pré-études. Sébastien, tu es le cofondateur d'EduMapper. Et donc, chers auditeurs, si vous avez des enfants en terminale ou des jeunes qui galèrent avec Parcoursup, restez avec nous parce que EduMapper va vous aider et vous accompagner. Peut-être, Sébastien, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux te présenter et nous dire d'où tu viens. D'où je viens. Écoute, je m'appelle Sébastien, j'ai 58 ans, j'ai 3 enfants, l'aîné ayant 24 ans, le dernier à 6 mois. Est-ce que je suis un entrepreneur en série ? En tout cas, ça fait longtemps maintenant que j'entreprends dans différents domaines. Je suis quelqu'un d'assez passionné et je suis content d'avoir l'occasion aujourd'hui d'échanger sur notre dernière aventure et quel sens elle a pour nous et comment elle s'inscrit peut-être, c'est vrai, dans une forme de logique dans mon parcours. Tu dis que tu es peut-être un entrepreneur à série. Tu es notamment connu pour avoir monté la boîte Meilleur Agent. Est-ce que tu peux nous raconter un peu brièvement ce long parcours qui a duré une dizaine d'années ? On l'a monté en 2008 et on en est parti en 2020 après l'avoir vendu au groupe média allemand qui s'appelle Axel Springer. Et on était 4 avec Julien Chessial, Pascal Boulanger, Jordan Sagnal. Et on a monté cette boîte dont l'objet était d'aider les particuliers à réussir leur projet immobilier. Et acheter, vendre un bien immobilier, c'est un sujet très important, très impliquant, financièrement, patrimonialement. Et notre constat, c'était que les particuliers étaient un peu dans le noir, dans l'opacité, sur la vraie valeur des biens et sur la teneur du marché. Et puis, il y a un très grand niveau de défiance envers les agents immobiliers. Ça, c'est assez universel, mais c'était très fort en France. Et on s'est dit, tiens, ce serait génial si on arrivait à donner plus de pouvoir aux particuliers, leur donner des clés pour rééquilibrer un petit peu la situation entre les pros et pour faire en sorte qu'ils fassent moins de bêtises. Donc, on a développé sur la plateforme, de manière gratuite à destination des particuliers, des outils qui leur permettaient d'estimer les biens et de comprendre la dynamique du marché et de mieux choisir leurs agents. Voilà. Tu venais pas du tout du milieu de l'immobilier ? Non, j'y connaissais rien, mais ça fait partie des sujets où c'est dans notre vie l'immobilier. Tout à l'heure, on va parler d'éducation, c'est dans notre vie. On n'est pas des professionnels, mais c'est peut-être pas plus mal, tu sais, Sophie, parce que quand tu as une expérience personnelle sans avoir un regard de professionnel, eh ben, il y a des choses dont tu t'étonnes. Les professionnels s'en étonnent plus. Et moi, je rentrais de Grande-Bretagne avec ma famille et je cherchais à acheter un appart. J'étais quand même assez étonné de trouver aucune source fiable pour savoir comment on évaluait un bien à cette adresse-là, à combien les appartements s'étaient vendus dans cet immeuble les dernières années. Je faisais une affaire, je me faisais rouler. Est-ce que les agents que je voyais étaient des gens qui avaient eu vraiment une vraie activité dans mon secteur ou est-ce que c'était des beaux parleurs ? J'avais rien de tout ça. Et vu les enjeux, je disais,
pas normal. Mais personne s'en étonnait. Et c'est vrai que quand nous, on s'est mis en route de fabriquer notre plateforme, on nous a dit, attendez, fabriquer la transparence sur les prix, avoir des outils fiables en ligne, par bien, des cartes de prix détaillées à l'adresse, des indices plus fiables et plus avancés que les notaires, faire payer les agents immobiliers pour de la visibilité. Vous n'y arriverez jamais. On voit bien que vous ne connaissez pas ce secteur. Et c'est comme ça que j'ai appelé un bouquin que j'ai écrit par la suite, ça s'appelle « On voit bien que vous n'y connaissez rien ». C'était une force de débuter et d'être le candide dans ce secteur. Et je crois que c'est très important parce que il ne faut pas être naïf, mais candide et avoir et porter un regard neuf sur les choses et poser des questions que les gens finalement ne se posent plus et dire « Ah bon, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la transparence ? Ah bon ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer ces indices ? Ah, mais parce que c'est les notaires qui ont les données. Oui, mais on ne peut pas les avoir auprès d'eux. Ah non, c'est trop cher. Ah, ou ils les ferment. Ah, mais ils n'ont pas l'obligation de les ouvrir. Non, mais bon, c'est plus compliqué. Enfin voilà. Du coup, ça, c'est des choses qui, personnellement, me motivent et ont motivé mes camarades. Voilà. C'était un moment où on était dans l'entrée dans l'ère de la donnée aussi, qui était accessible, qui ne l'était pas avant. C'est vrai. Alors, qui était accessible, quand on a commencé en 2008, elle n'était pas. Parce que tout était fermé. Hein. C'est vraiment les notaires qui avaient le verrou sur tout ça. Ça s'est ouvert avec la base des demandes de valeur foncière presque 10 ans plus tard. Et en fait, nous avons été un acteur de lobby fort auprès de Bercy pour que cette base soit ouverte. C'est nous qui avons poussé très fort, parce qu'on pensait que c'était bon pour le marché. Et ça, c'est un peu un trait de... Parce que les gens nous ont dit, mais ce n'est pas dans votre intérêt, à vous, meilleurs agents, de faire en sorte que cette base soit ouverte. Ben si, on pense que oui, parce qu'on pense que même avec cette base ouverte, comme on a une approche de la data science et des maths et machin, et qu'on a une approche et une éthique, et je dirais une manière de vouloir servir nos clients qui est particulière, on pense qu'on en fera de toute façon un meilleur miel que les autres. Et ça s'applique, ça va s'appliquer à notre nouveau business. On ne va jamais se dire « Ah zut, l'État est en train d'ouvrir de nouvelles bases ou d'ouvrir de nouveaux services. Ça va rendre service au grand public et ça va diminuer un peu notre attractivité. » On ne va jamais penser ça. On va se dire « Ah, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on fasse un truc encore mieux, etc. » C'est hyper motivant. Et les cofondateurs du coup de Meilleurs Agents sont aussi tes cofondateurs aujourd'hui. Comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, on était 4 cofondateurs pour Meilleurs Agents et il y avait Pascal Boulanger qui était l'homme de l'immobilier et il ne sera pas dans le coup cette fois-ci, si ce n'est comme actionnaire à côté de Daphni. Il n'a pas mis autant que vous, mais il est là et il y tenait beaucoup. Et ça, pour nous, oui, c'est super important pour nous parce que Pascal, Julien, Jordan et moi, on forme vraiment plus qu'une équipe, c'est devenu une famille. Ce qui est assez rare parce que, d'abord, c'est compliqué de trouver des entrepreneurs associés, je vais te répondre. Hein. Passer par toutes les étapes de vie d'une boîte, parce qu'on a commencé, on était 4, on est sorti, on était 400, et donc il s'est passé des trucs entre-temps, et des trucs simples, et des trucs moins simples, et notre amitié a survécu, elle s'est même renforcée au fil du temps, et remettre le couvert, c'est fou, sur un nouveau sujet. Donc tout ça, c'est vraiment que... Et sur un sujet qui vous plaît à tous aussi. Oui, pas forcément pour les mêmes raisons, mais qui nous motive tous les trois. Voilà. Alors, comment on s'est connus ? D'abord, on ne se connaissait pas d'avant, pour le coup de 2008, Meilleurs Agents. Pascal, moi, il m'a été présenté par un camarade de promotion qui faisait de l'immobilier et qui m'a dit si tu veux quelqu'un qui connaît l'immobilier par cœur, qui a été agent, qui s'est développé, qui est un super commercial, je te présente Pascal Boulanger, il est génial, il ne va jamais te laisser tomber. Et Julien et Jordan, alors je les ai repérés parce que Julien avait lancé un site d'annonces immobilières en ligne qui s'appelait Immoplaza. C'est très bien foutu, avec une ergonomie géniale. Pas de modèle économique encore à ce moment-là, mais vraiment, il y avait du talent sur le plan web. Et il s'était associé à Jordan pour chercher à développer le business sur un plan marchand. Donc, je l'ai repéré sur Internet, je lui ai écrit. Je lui ai dit, j'ai une idée dans le domaine de l'immobilier, est-ce qu'on pourrait se voir et tout. On s'est vu 1 fois, 2 fois. On était assez prudents parce que c'est difficile de tout partager avec des gens qui ont des projets qui peuvent être un peu concurrents. Donc, c'est un jeu d'approche, de séduction et en même temps de prudence. Voilà, et ça a duré quelques fois. On s'est recroisés à des salons, puis voilà, au bout de 2-3 mois, on a décidé de s'associer. Mais ça, je te la fais courte, comme si tout s'était passé de manière linéaire. On ne va pas en parler aujourd'hui, parce que ce serait barbant. Mais j'ai eu pas mal de déconvenus. J'ai eu des gens qui m'ont planté, j'ai des gens avec qui j'ai passé du temps, qui ont arrêté.
c'est pas Ça fait facile. partie du jeu. Ouais, et puis c'est un gros pari. Tu commences avec les 3, tu sais pas comment ça va, machin. Voilà. Très bien. J'ai envie d'ajouter un truc, Sophie, parce que c'est une question que tu vas pas me poser. Et pour ceux qui nous écoutent, je suppose qu'il y a des entrepreneurs. Parce que notre histoire, elle est singulière dans le sens où on est resté amis et on remonte un business alors qu'on s'est réinventé X fois. Et ça a été une des conditions pour qu'on survive. Parce que souvent, les équipes de démarrage, c'est pas celles qui arrivent à tenir dans la durée. Tu commences, tu montes une boîte de 4, 20, 50 personnes et tout. Quand ça commence à avoir 100 personnes, les rôles changent, c'est plus les mêmes compétences et tout. Et nous, on a réussi à garder le fil en réinventant le rôle des uns et des autres alors que la boîte montait et en trouvant toujours pour les uns ou les autres des rôles critiques pour la boîte. Et ça, je le raconte pas mal dans le livre. Je pense que c'est essentiel, c'est à la portée de beaucoup de boîtes, mais il faut y penser. Parce que si on garde le fait que, ah ok, toi tu as commencé, tu étais CTO, écoute, et ça marche super bien jusqu'à 20 ou 30 personnes, mais maintenant qu'il y a 70 personnes dans l'équipe tech, ça marche plus, donc tu dégages. C'est nul ça, et ça se passe tellement souvent. Et donc, mais ça demande un accompagnement, une compréhension, une maturité, etc., etc. Il y a des cas où les gens doivent partir, mais dans beaucoup de cas, je pense que c'est un gâchis énorme. Et il y a des remèdes à ça. Oui, et puis chacun doit accepter aussi sa place, sa propre évolution. C'est-à-dire que c'est... C'est une très belle histoire, en tout cas, qui continue. Comment Ouais. vous êtes venu à vous dire, OK, on continue la route ensemble, mais sur une problématique tout à fait différente, qui est celle de l'éducation? Alors, on sort de Meilleurs Agents / Axel Springer fin 2020, donc il y a longtemps, tu vois déjà. Et les 2 premières années, on ne parle pas de remonter un truc. Je pense que les uns et les autres, on a besoin de digérer notre histoire. C'est important, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Après les sessions, les sorties, les entrepreneurs, ils ont besoin d'une phase de digestion. Puis après ces 2 ans, on n'a pas été inactif parce qu'on a fait du coaching, on a accompagné des entreprises, on a investi, etc., etc. Et puis après, il y a une période d'1 an et demi pendant laquelle on s'est dit, tiens, on a envie de remonter quelque chose, et on a scanné énormément de sujets. On a même pensé monter un fonds de capital risque, un studio, et puis des boîtes dans plein de domaines. Racheter une boîte, etc. Et il n'y a rien qui nous excitait assez. Parfois, c'était l'un des 3 et tout. Je les ai tannés, et j'avais un super sujet que j'adorais. C'était à base de podcast d'ailleurs. On en reparlera peut-être un jour. Et ce truc n'a toujours pas été monté, c'était fabuleux. Mais je ne suis pas arrivé à les motiver assez, surtout Julien. Voilà. L'éducation. Mais juste, je t'interromps, ça veut dire que les prémices, c'était plutôt de repartir ensemble et ensuite de choisir le sujet plutôt que l'inverse. Ouais. Bah ouais, parce qu'on adore bosser ensemble, on est super Une équipe qui complémentaires, on gagne. se fait confiance. C'est tellement important, c'est tellement difficile de trouver des associés. Non, c'est vraiment dur. Est-ce que c'est le plus dur? Je ne sais pas si c'est le plus dur, mais c'est vraiment dur. Moi, mon expérience d'avant Meilleurs Agents, j'avais monté un fonds de capital risque à Londres, qui était bien, hein, c'était le plus gros first time fund de l'époque, on avait 180 millions. J'aurais dû y rester. Et j'avais un associé écossais, une associée chinoise de Singapour. Je suis parti parce qu'on a fini par plus s'entendre, notamment avec Jim, qui est redevenu un ami entre-temps. Mais donc, j'ai dans ma chair et dans mon histoire, c'est bien marqué que c'est compliqué. Voilà. Donc ça, c'est trop précieux. Et si effectivement on arrive à garder le même cœur d'équipe et de le relancer pour se réinventer sur un sujet qu'on ne connaît pas et qui nous motive tous les 3, et si en plus on arrive à greffer sur cette équipe de départ quelqu'un de nouveau qui nous amène, nous, finalement, à nous remettre en question et qui modifie la dynamique pour qu'on ne s'encroute pas dans un truc qu'on a fait déjà depuis 15 ans avec toujours les mêmes blagues, etc. et les réflexes. Voilà. Non, mais je rigole, mais voilà. Dans l'idée de se réinventer, là, je trouve que c'est gagnant et c'est ça qu'on a fait parce que on a rencontré en chemin Valentine. On a pensé à ce sujet de l'éducation. C'était au moment où on réfléchissait un peu à monter un studio. Et il y a un truc qui nous paraissait un peu une anomalie, et c'était la difficulté pour les étudiants de trouver un stage, avec une très grande inégalité de situation, parce que soit les parents sont là et sont bien connectés, et en quelques coups de fil, ils arrivent à dégoter un truc sympa pour leurs enfants, mais dans beaucoup de cas, les parents ne sont pas dans les bons secteurs, dans les zones géographiques plus éloignées, et des enfants qui cherchent un stage, que ce soit en 3e ou plus tard dans les études supérieures,
ils sont en grosse galère. Et on s'est dit, tiens, ce serait chouette de trouver une solution efficace pour les familles, efficace pour les entreprises. Et voilà, et entraînant mes guêtres à Station F, parce que je m'entends bien avec Roxane, j'ai vu des gens. Et puis indirectement, je suis tombé sur Valentine qui, elle, se passionne pour ces sujets. RH, accompagnement, etc. Donc ça a commencé comme ça, et c'est là qu'on a rencontré Valentine. Et Valentine, elle a commencé à bosser sur ce sujet, et avec l'aide d'un autre garçon qui lui a quitté l'aventure entre-temps, ils sont revenus vers nous en disant, bon, chercher un stage, c'est important, mais il nous semble qu'il y a un problème beaucoup plus important à tacler, qui est naviguer dans l'enfer ou la jungle des études supérieures. Et ça, c'est un enjeu qui est, d'après eux, plus fort et plus important. Et donc, on a écouté, Jordan, Julien et moi, on a travaillé avec eux là-dessus pendant des mois, et on a dit, oui, c'est vrai, ce problème est énorme. Et puis, il y a un moment, on a dit, en fait, banco. Banco parce que, on a vu un problème énorme qui touche pratiquement toutes les familles, quels que soient les milieux. Il y en a pour qui c'est plus compliqué que d'autres de s'en sortir, mais c'est compliqué pour tout le monde. Donc on voyait un grand enjeu avec beaucoup d'inégalités et pas mal d'injustices et du gâchis au niveau personnel, du gâchis pour la nation en fait. Et le moment où on a dit go, c'est quand on s'est dit, tiens, si ça se trouve dans notre boîte à outils, les trucs qu'on a fait avant, ils vont pouvoir servir. Sur un sujet qui n'a rien à voir, mais on va retrouver dans la mécanique des trucs qu'on ne voit pas les autres utiliser, parce qu'on s'est dit, bon, vu le sujet, il y a forcément plein d'acteurs qui sont très forts. Mais on ne trouvait pas d'acteurs très forts. Donc moi, je me suis dit, bon, on va passer notre chemin, peut-être c'est trop compliqué, c'est parce que l'État est là, ici et ça. Bon. Mais donc le moment où on s'est dit, en fait, non, on a une manière d'aborder ce sujet que les autres n'ont pas prise, et on croit comprendre pourquoi ils ne l'ont pas fait, parce que ce n'est pas si trivial que ça, et on pense que ça va régler le problème. Et bien là, on s'est dit, c'est pour nous. Pardon, j'ai répondu en longtemps, mais non, c'est hyper intéressant. Ça nous est tombé dessus, en fait. Mais là non plus, parce qu'une fois qu'on est dessus, on dit, ça y est, ils ont trouvé leur histoire et tout. Quand on creuse un peu, les gars, ils ont mis 1 an et demi. Ils ont regardé 50 sujets, et il y a des trucs qu'on a creusés, il y a des trucs sur lesquels on a bossé 3 mois ou 4 mois. Il y a une boîte, on était sur le point de la lancer. D'ailleurs, il y a un article de l'Opinion qui date, je crois, de février ou mars 2024. Je suis interviewé par Carole Papazian. Et je suis en train de présenter le nouveau business qu'on est en train de lancer, qui s'appelle Y-Matrix. Ça y est. Et on a l'offre, etc. Je suis en train de prospecter des gens avec Joe et Julien. Et 1 mois plus tard, on a complètement tourné Kazakh parce qu'on s'est dit, mais non, c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse, c'est le truc de l'éducation. C'est dingue, non? Alors, personne n'a vu cet article de l'Opinion, donc on s'en moque. Mais il sera collector. Ouais, pour nous. Voilà. Ok, donc Valentine rejoint l'aventure à ce moment-là. Donc c'est Julien, Jordan, toi, Valentine et toi qui forment le quatuor sur Edumapper. Ce serait intéressant. Oui, pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est génial d'avoir Valentine. Valentine, c'est l'exhausteur de goût, c'est la révélatrice. Valentine est beaucoup plus jeune que nous. Elle a autant de personnalité que chacun de nous. Elle est très différente. C'est pas juste parce que c'est une femme, parce que, ok, c'est ça. Ok, on coche le truc, mais au-delà de ça, c'est un enrichissement énorme. Et elle nous rend meilleurs. Et elle est ultra compatible avec nous parce que sur le fond, parce que nous, si on devait nous caractériser, on a des choses, on est très différents tous les 4, mais il y a des choses qu'on a en commun. On est des gros bosseurs, gros bosseurs. On a une énorme attention aux détails. On est à l'heure. On a une bonne orthographe. Et je crois... Si vous voulez postuler chez Edumapper, vous savez... Ouais, c'est ça. Non, mais je me mets un risque là, parce que le jour où j'arrive en retard, on dit et puis quand je fais une faute parce que ça peut m'arriver aussi. Mais c'est quand même marrant parce que c'était pareil aussi avec Pascal. Et on aime bien les blagues potages. Et ça, on l'a pas vu tout de suite avec Valentine parce qu'il a fallu qu'elle trouve un peu sa place et tout. Mais aujourd'hui, elle a complètement sa place, quoi. Elle n'est pas du tout écrasée par les 3 garçons. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et est-ce que pour nos auditeurs, tu as quelques chiffres pour qu'on se situe un peu dans ce milieu-là? Qu'est-ce que ça représente une orientation ratée pour un jeune, pour sa famille, pour l'État? On peut se placer à plein d'endroits. Donc nous, Edumapper est une solution qui est là pour aider les lycéens et étudiants à bien choisir leurs études supérieures. C'est notre mission. D'accord ?
Qu'est-ce que c'est les études supérieures? C'est tout ce qui se passe après le bac et ça va jusqu'au master. On ira peut-être jusqu'au doctorat. C'est la France et petit à petit aussi un peu l'étranger. Il y a 3 millions d'étudiants en France aujourd'hui, donc ils sont dans ce tuyau des études supérieures et d'ailleurs 400 000 étrangers. Donc c'est un sujet qui est un peu par nature dès le démarrage international parce qu'il y a des flux entrants de l'étranger puis il y a des flux sortants de Français qui partent vers l'étranger. Ça me plaît beaucoup parce qu'avec Meilleurs Agents, on n'était pas arrivé avant le rachat par les Allemands d'Axel Springer, on n'était pas arrivé à internationaliser le business. Alors, du gâchis et des pertes en ligne, il y en a à plein d'endroits. Il y a un endroit qu'on mesure assez bien. C'est celui qui se passe sur Parcoursup. Parcoursup, c'est la plateforme qu'on connaît tous, où on fait ses choix au moment du bac pour rentrer dans l'enseignement supérieur. Et donc, une classe d'âge, c'est 700 000 nouveaux candidats chaque année qui rentrent sur Parcoursup. Là où on commence à mesurer les gâchis, c'est qu'en plus des 700 000 sur la plateforme, il y en a 200 000 chaque année qui reviennent sur Parcoursup parce qu'ils se sont plantés d'orientation les années précédentes et ils se réorientent. Un étudiant coûte, alors quand il est dans le public, à la collectivité, entre 10 000 et 11 000 euros. Et quand il est dans le privé, il coûte aux familles à peu près 10 000 euros. Et donc chaque année perdue, pour ces 200 000, c'est 2 milliards d'euros de coûts à la collectivité. Donc pour les familles, c'est énorme. Temps perdu, énergie perdue, parfois enthousiasme perdu, argent perdu. Et pour la collectivité, c'est énorme. Et ça, c'est juste une mesure parce qu'il y a aussi ceux qui sortent de leurs études, ceux qui abandonnent en plein milieu, ils ne reviennent même pas sur Parcoursup. Je ne les ai pas, là, je n'ai pas la stat, mais je sais que ce n'est pas nul du tout. Je sais qu'il y a aussi un pourcentage très important d'étudiants, ils finissent leurs études, ne trouvent pas de boulot en relation avec ce qu'ils ont étudié. Donc il y a un gros jeu de massacre. C'est un vrai enjeu. Ça, c'est les chiffres. Au-delà de ça, tu as tous les enjeux de stress, d'autocensure aussi. Parce qu'en France, il y a 42% d'une classe d'âge qui va faire des études supérieures. C'est 58% en Grande-Bretagne, 70% en Corée du Sud. Et je pense qu'il y a pas mal de jeunes en France qui ne font pas d'études supérieures par manque d'infos ou parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas pouvoir. Et ça, c'est un truc qui ne nous plaît pas, ça. Et si la solution permet à un beaucoup plus grand nombre de se lancer, à la fois dans la bonne direction, pour faire un truc qui va leur correspondre, ils ne vont pas repartir en arrière. Et derrière, ils vont faire des études qui vont bien gazer, ils vont se lancer dans la vie adulte, professionnelle, ils vont réussir, ils vont s'épanouir, on va être très heureux. Et tous ceux qui, grâce à nous, font ce pas et ce saut, alors qu'ils auraient pu ou ne pas le faire ou se tromper, à chaque fois, ce sera une victoire pour nous. Et il y a plein de raisons pour lesquelles ces échecs arrivent. Parce que soit on n'a pas accès à l'info, parce qu'on n'est pas dans le bon milieu social, parce qu'on habite en zone rurale et on est très peu connecté, soit parce qu'on a des problèmes d'argent et on ne trouve pas de solution parce qu'on n'a pas vu qu'on pouvait être boursier de l'État, boursier de l'école, qu'on pouvait bosser en alternance et tout. Mais tout ça est assez complexe en fait. J'ai envie, moi, de donner une note d'espoir sur ce sujet-là parce qu'on bombarde de trucs qui sont un peu « c'est dur, c'est dur ». En fait, post-bac, il y a 30 000 formations en France. Et en fait, c'est un océan d'opportunités. Le nombre d'études dans toutes sortes de domaines qu'on peut faire. Alors, il y a sûrement des brebis galeuses. Il y a un bouquin qui vient de sortir là sur le groupe Galileo, il les déchire complètement. Et ça donne le sentiment qu'en France, il y a plein de pièges. Mais en fait, l'immense majorité des formations qu'on peut suivre, publiques, privées, elles sont chouettes, elles sont bonnes, puis il y en a des nouvelles tout le temps. Oui, on peut faire peut-être un zoom là-dessus, parce que le marché, c'est vachement diversifié. Oui. C'est-à-dire que le nombre d'offres mises à disposition des lycéens et étudiants est devenu colossal. Tu as raison, c'est exactement ça. Et quand on s'est parlé, Pierre-Yves, ces derniers mois, on a partagé ces chiffres. En fait, le nombre de formations dans le privé a doublé ces 25 dernières années. Et des étudiants en post-bac qui faisaient leurs études dans le privé il y a 25 ans, c'était 10%, et aujourd'hui, c'est presque 30%. Donc il y a une très forte poussée du privé, et qu'il ne faut pas diaboliser, parce que là-dedans, encore une fois, c'est sûr, il y a certainement des formations qui ne sont pas bonnes, et qui mènent nulle part, qui prennent de l'argent, qui font faillite, ok. Mais sinon, il y a plein de nouvelles formations qui sont adaptées aux nouveaux métiers, aux nouvelles tendances, dans plein de domaines, beaucoup d'ailleurs qui sont labellisés ou qui donnent droit à des diplômes reconnus par l'État, et donc tout va bien. Et c'est bien d'ailleurs cette richesse et cette diversité. Le public aussi se renouvelle. Alors peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais se renouvelle. Alors forme le gros des toupes. C'était 100%, je dirais pratiquement, des étudiants il y a 50 ans, ou 90%.
Dans le public, j'inclus les écoles consulaires, hein, c'est-à-dire les écoles de commerce qui étaient financées autrefois par les chambres de commerce. Voilà. Et si on rentre un peu dans le concret... J'étais pas concret jusque-là, Sophie. Si, c'était trop on fumeux. On se met dans la peau d'un étudiant. Ouais. Je me connecte sur EduMapper. Qu'est-ce que je vais y trouver ? Alors, parce que je sais que vous avez un outil pour calculer la proba d'intégrer telle ou telle formation. Ouais. Alors, c'est la V0 du site, donc c'est encore assez embryonnaire, mais il y a déjà pas mal de choses. Donc, on est sorti avec cette version il y a quelques jours, et qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve 25 ou 26 000 des 30 000 formations disponibles post-bac, et notre objectif, c'est très vite. D'ailleurs, il y a plus de formations disponibles sur EduMapper que sur Parcoursup. Bon, aujourd'hui, notre focale est sur post-bac. Demain, on va étendre et on va commencer à s'intéresser aux étudiants dès la seconde, voire peut-être même la troisième, et au-delà du bac, dans tout leur parcours étudiant. Aujourd'hui, on a commencé avec post-bac. Donc, 26 000 formations disponibles sur lesquelles tu peux avoir des informations sur les conditions d'accès. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait avant ? Qu'est-ce qu'il faut comme type de notes, etc. Conditions d'accès économiques aussi, combien ça coûte, est-ce que je peux avoir des bourses et tout. 2, le contenu, je vais apprendre quoi ? Et 3, les débouchés. Les gens qui ont fait cette formation, qu'est-ce qu'ils font comme autre étude ? Ou alors, ils sont devenus quoi ? Ils travaillent dans quelle industrie ? Ils ont quel type de job, etc. etc. Donc, 1, 2, 3. Hein ? Conditions d'accès, contenu, débouchés. Pour toutes les formations. Alors, il y a des formations sur lesquelles on a plus de data que d'autres. Et notamment, on a 15 000 formations pour lesquelles on aide les étudiants à calculer leurs chances d'accès, personnalisées. Donc, ils renseignent leur profil, ils disent, voilà, je suis en terminale, alors peut-être bac général, j'ai choisi telle et telle spécialité, voilà mes notes, mon classement aujourd'hui, si je le connais, voilà la note que j'attends au bac, ce que je pense, voilà. Hein. Et puis là, pour toutes les formations qu'il va pouvoir consulter et sur lesquelles on a suffisamment de data, on va lui personnaliser une chance d'être admis. Ouais. Et ça, c'est chouette. Et ça, tu vois, ça, c'est vraiment la marque de fabrique à la meilleure agence, c'est-à-dire beaucoup de data et beaucoup de maths derrière. Les gens ne verront pas les maths, mais on a déjà une équipe scientifique très, très costaud qui travaille de manière, je dirais, ultra rigoureuse à l'analyse des informations qu'on a pu récupérer en open data sur Parcoursup, grâce au ministère de l'Enseignement national, de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, France Travail, etc. Et donc, on ne va jamais arrêter ce travail sur la data et les outils qui permettent aux familles, aux étudiants de prendre les bonnes décisions. Parce que c'est super compliqué. Hein. Quand on fait ses vœux sur Parcoursup, est-ce que là, je suis trop ambitieux et je risque de me retrouver avec rien ? Est-ce que là, en fait, je suis un peu trop timide et tout ? Là, l'outil, il est là pour aider à fabriquer, un peu comme un portefeuille, des trucs où je suis vachement pushy, je force un peu le truc, puis des trucs plus défensifs. Et grâce à l'outil, normalement, on voit ça assez bien. Il y avait aucune solution qui existait qui faisait ce genre de... Pour personnaliser vraiment... Non, il y a des indicateurs qui sont disponibles sur Parcoursup. Ils ne sont pas toujours super lisibles. Attention, je ne critique pas Parcoursup. Non pas parce que je ne veux pas me faire d'ennemis auprès d'État. C'est pas ça. C'est parce que je pense que l'outil est vachement bien. Il est hyper critiqué. Je pense de manière un peu injuste parce que année après année, l'outil est plus puissant, plus complet. Ils font un travail, je trouve, assez remarquable. Mais bon, Parcoursup ne peut pas répondre à toutes les demandes et l'État ne va pas tout faire. Donc, il y a des datas qui sont disponibles sur Parcoursup, pas forcément hyper simples à interpréter. Et je pense que ce n'est pas évident pour Parcoursup de se mouiller comme on le fait et de mettre un peu une chance personnalisée. Ça, c'est probablement un acteur qui n'est pas à l'État de le faire. Et c'est notre job. Et on le fait de manière, je dirais, assez... la plus rigoureuse possible. On met un indice de confiance en plus. Alors là, comme c'est le démarrage, on a bridé les indices de confiance. On ne va jamais avoir plus de 3 sur 5. Et ça, tu vois, c'est vraiment un état d'esprit où, bien qu'on ait beaucoup bossé, qu'on soit sérieux et tout, on ne veut pas se surpromettre. Et dans la durée, on va construire et raffiner nos trucs. Et on va, je pense, avec le temps, offrir de plus en plus d'outils pour sécuriser, pour baliser, pour déstresser ce sujet. J'ai une question pour toi, Pim. Pourquoi est-ce que Daphni a souhaité soutenir EduMapper ? Daphni, de manière générale, aime bien soutenir des projets ambitieux et qui se donnent une vraie mission. Et la mission qu'on a partagée avec toute l'équipe fondatrice d'EduMapper est assez claire, et Sébastien l'a bien expliqué, c'est-à-dire c'est apporter une réponse à un problème qui est un problème commun à beaucoup de familles et qui est un enjeu de coût. Le parallèle qu'on faisait, on en reparlait encore tout à l'heure sur
sur l'immobilier, c'est que c'est dans les budgets des familles, l'immobilier, c'est un budget colossal. L'éducation pour des familles, c'est un budget colossal et c'est en croissance dans un monde où la diversité des formations et les coûts associés à ces formations a beaucoup augmenté sur les dernières années. Et donc c'est un problème c'est un problème fort, coûteux, et sur lesquels il n'y a pas eu de réponse encore à la hauteur des attentes de chacun. Et on pourra reparler un petit peu du business model derrière, mais c'est pas satisfaisant pour les familles. Et quand on regarde le sujet, on a appelé pas mal d'écoles en fait avant d'investir dans EduMapper. C'est un problème pour les écoles elles-mêmes en fait, de réussir à trouver les bons étudiants qui viennent dans les bonnes formations, parce que même pour l'école, quand elle, peut-être de manière opportuniste pour certaines et pas pour toutes, mais ont récupéré ou ont des étudiants qui sont pas au bon endroit, c'est insatisfaisant pour tout le monde, parce qu'en fait ça leur donne pas bonne presse non plus, alors qu'elles ont peut-être la bonne formation mais pas pour les bons étudiants. Donc en fait le fait de donner de la transparence et d'apporter une efficacité au système, ça va apporter de la valeur. Et le rôle d'EduMapper, ça va être d'apporter cette valeur à toutes les parties prenantes. On n'a pas parlé des coachs aussi, qui sont arrivés sur ce marché-là, parce que dans l'univers de marché, il y a une activité qui s'est développée aussi ces dernières années, qui était une réponse aux besoins pour les parents et pour les étudiants, c'était les coachs. Et les coachs ont besoin aussi d'outils, parce que peut-être qu'ils arrivent avec 50, 100, 200 formations à naviguer dans le système. Et finalement, à un moment, l'esprit humain va saturer, les attentes des étudiants vont évoluer et les coachs vont avoir besoin aussi d'outils. Ouais, c'est tout à fait ça. Ah oui, je me retrouve tout à fait dans tout ce que tu viens de dire. Je pense que c'est très important de parler, je dirais, de la problématique côté formation et école, parce qu'elle est très importante. Dans le public et dans le privé, elle est de nature différente, mais recruter les bons étudiants en nombre et en qualité, c'est un vrai enjeu. Parce que c'est l'échec pour une formation si elle ne remplit pas ses classes, c'est un échec financier. Ça peut être un autre échec si on remplit la classe, mais qu'une partie de la promotion quitte en milieu d'année ou un an plus tard, ou est déçue par le contenu. Donc en fait, il y a un enjeu considérable des deux côtés. Et ça, c'est un des trucs que je préfère avec une plateforme qui, j'espère, tiendra ses promesses. C'est notre ambition. C'est à la fois d'apporter beaucoup de valeur aux familles pour aider les lycéens et jeunes étudiants à trouver leur voie et faire les bonnes études, mais aussi aider qualitativement et quantitativement les formations à se faire mieux connaître, pas dans la précipitation, pas dans la logique achat de lead à la volée, parce que ça se fait et ça ne me plaît pas du tout, pour qu'il y ait un vrai matchmaking qualitatif et que tout le monde soit gagnant. Je pense vraiment que dans la durée, si on fait bien notre travail, la plateforme fait gagner tout le monde. Merci Sébastien, merci Pim. La mission est noble, on est ravis de vous soutenir, on vous souhaite une belle aventure, on a hâte de voir la suite. On donne aussi beaucoup de courage aux étudiants qui sont concentrés sur ces sujets en ce moment. Et puis on vous dit à très vite. Si tu as des messages, des recrutements, c'est etc., vrai. il faut aller Le sur micro la est à toi. plateforme. Déjà, tout le monde peut aller sur la plateforme EduMapper. C'est une plateforme qui est gratuite, qui est gratuite déjà, gratuite. et qui va être en apprentissage et qui va évoluer en permanence. Enfin, tu l'as très bien dit. Oui. On est dans une version V0. V0 qui permet d'avoir aussi les avis des utilisateurs, de les remonter et de bénéficier de l'expérience de chacun. Donc, connectez-vous sur EduMapper. Et puis, si tu as des messages à passer aux auditeurs des recrutements à venir, etc., faut pas hésiter. Si tu veux hurler au monde, détendez-vous, c'est le moment. Je l'ai déjà dit, mais non, merci de m'inviter à passer un message, mais je dirais que c'est effectivement à destination surtout de nos utilisateurs. La plateforme, elle est conçue pour être collaborative. En fait, on veut que et les étudiants et les écoles participent au développement d'EduMapper. Parce que le sujet est tellement énorme et puis il est mouvant. Donc en fait, il faut que tout le monde nous aide. Tout le monde nous aide et tout le monde contribue. Et
Nous, on a la responsabilité de faire en sorte que ce soit la meilleure information. Mais on va demander aux étudiants de venir noter leur formation et nous dire si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. On va demander aux écoles et aux formations de nous dire, nous aider à mettre à jour leur profil, etc. Alors tout ça, tous ces éléments-là de manière gratuite. Mais donc, on a besoin en fait du soutien de tout le monde. Comment tu comptes les engager, les étudiants notamment? Alors, les faire venir ou les engager et les garder sur la plateforme? Et faire en sorte qu'ils contribuent à l'évolution des DUMapper. C'est une bonne question. Alors, ce qu'on a observé notamment aux États-Unis, avec un site qui s'appelle niche.com, qui a des centaines de milliers, si ce n'est des millions de retours d'étudiants, c'est que, et en qualitatif, on a eu le même retour en France, les étudiants sont contents de noter leur école, même si ça ne leur bénéficie pas directement, dans une logique de transmission et de partage. Oui, mais ça peut être, parfois c'est pour critiquer, en tout cas, ils sont contents d'éclairer la route des autres. Et donc ça, si on se débrouille bien, ça devrait pouvoir fonctionner. En revanche, ils n'ont pas nécessairement le forum et le format pour le faire. Donc ça, c'est à nous d'inventer ça avec eux. Mais en tout cas, la disposition des étudiants à aider les autres, ceux qui vont les suivre, elle existe. On ne va pas la créer. Super. Merci Sébastien, merci Pim. Merci Sophie, À merci très vite. Sébastien. Merci à vous. À bientôt.